Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'animatrice radio, TV et autrice Sophie Coste à l'occasion de la sortie de son livre Chérie aux éditions Mazarine. Roman qui retrace l'expérience de 5 femmes face à l'emprise psychologique. Elles qui s'installent doucement, presque invisiblement. On parle beaucoup du pervers narcissique. J'ai moi-même exploré ce sujet avec ma maman dans un épisode très personnel sur mon beau-père Paul. Évidemment, le prénom a été modifié et il était moins joli, le prénom. Mais comment reconnaître concrètement les mécanismes de la manipulation ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers ta propre histoire. Hello Sophie. Bonjour Pauline. Je suis heureuse de te recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là et j'adore ton podcast. Je trouve que, enfin en tout cas, le sujet de tirer des leçons de l'expérience, je trouve qu'en effet, la vie n'est faite que de leçons. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas d'échec au fond. Voilà, donc on va en discuter ensemble. Et des fois, on se bloque soi-même parce qu'on veut tellement bien faire, on se dit « Ah non, on m'y reprendra plus ». Et donc, on se bloque finalement de nouvelles expériences qui nous permettent de grandir, d'évoluer, d'en tirer des leçons sans jeu de mots un peu lourdingue, quoi. Non, mais c'est surtout que je pense que tant qu'on n'a pas compris la leçon, en fait, que veut nous inculquer la vie, après, on appelle ça comme on veut. Ouais. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça selon ses croyances. On va dire la vie, en fait. Pourquoi on est là, en fait ? Quel est le sens de notre venue sur Terre, en fait ? C'est simplement, je pense, d'expérimenter. Et pour moi, probablement, d'essayer de s'élever un petit peu en étant meilleur. Mais comment est-ce qu'on devient meilleur ? Finalement, c'est dans l'échec. Vraiment. C'est en tirant des leçons. Et tant que tu n'as pas compris la leçon qu'on a envie de te faire entendre, l'univers est en mode on te renvoie toujours la même on te renvoie toujours la même leçon. Donc tant qu'elle est pas tant que l'obstacle il est pas passé, tu vas avoir affaire toujours à la même personne. Donc ça va être toujours le même mec qui est déguisé d'une autre manière, mais ça va être la même chose. J'ai des visions là pendant que tu me parles, je vois mon expérience personnelle. Ça va être les mêmes schémas en tout cas. C'est-à-dire que et c'est ça qui est transformateur dans l'échec. C'est-à-dire que en effet, l'échec a cette vertu de transformer, de créer, de pouvoir changer la recette, en fait. Amen, on pourrait s'arrêter là, mais tu as une histoire assez incroyable à nous raconter que tu as toi-même réussi à transformer. Et l'écriture dans ce genre de cas est tellement cathartique, non ? Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question-là et je ne crois pas avoir écrit pour ça. En fait, il y avait une nécessité d'écrire, véritablement. Mais je pense qu'en fait, le moment où il y a eu un peu cette catharsis, c'était vraiment au point final. Voilà. Okay. Pendant l'écriture, je sais pas, c'était... j'essayais de me souvenir, j'essayais de me rappeler. C'est quand même une expérience qui fait qu'on a parfois... de l'amnésie. Oui, de l'amnésie traumatique, on manque de discernement. Donc, il y avait même à la fin de la relation... on dit pas tout de suite. Non, mais... Tu ne fais pas le cliffhanger direct. Je te fais pas le cliffhanger, mais en tout cas, c'est vrai qu'à la fin de cette relation d'emprise, puisque c'est ça dont il s'agit, j'avais des blackouts, en fait. Il y avait des choses dont je me souvenais pas, en fait. Je ne discernais plus les choses. Donc, en fait, je prenais des notes pour être certaine de ne pas avoir imaginé, de ne pas avoir rêvé ce qui venait de m'arriver. En fait, tout ce qui avait été dit ou ce qui avait été fait, tellement c'était hors de mon système. Je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible que ça existe véritablement. Et donc, j'avais pris pas mal de notes. Donc, de ces notes-là, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. Et c'est devenu un thriller, en fait. C'est devenu vraiment un polar, voilà. Je trouve que c'est super intéressant parce que donc, c'est l'histoire de 5 femmes. C'est aussi une manière de mettre à distance ton histoire en l'explorant de façon un peu factuelle, mathématique. Beaucoup utilisent le terme chirurgical, mais c'est intéressant aussi. Et puis, ça transforme un peu toutes les émotions en toi en quelque chose d'intéressant, de stimulant mentalement, quoi. En fait, c'est le travail de l'écriture. C'est vrai que d'avoir pris le parti d'écrire 5 histoires de 5 femmes différentes, avec des vies différentes, etc., ça m'a permis, en fait, de dire tout ce que j'avais envie de dire. Parce qu'évidemment, derrière ces 5 femmes, c'est moi.
Il n'y a que moi qui écris. Mais ce ne sont pas des témoignages, ce ne sont pas des femmes que j'ai pu rencontrer ou que j'ai interviewées, etc. Ce sont des bribes de vie de femmes que j'ai pu prendre par-ci, par-là. Et ensuite, c'est le travail du romancier, enfin de la romancière. Oui, ça permet d'avoir de la pudeur. Alors, ça permet d'avoir de la pudeur et de l'impudeur, parce que j'ai un personnage qui, justement, en tout cas, oui, d'avoir de la pudeur, moi. Parce que je fais passer par ce personnage qui s'appelle Nour tout ce que j'aurais pas pu faire passer par Sophie, puisqu'il y a aussi une Sophie dans les 5 personnages, dans les 5 femmes. Elle existe aussi. Donc, ouais, ça, c'était intéressant de pouvoir avoir ce vecteur-là. Et aussi, je me suis rendu compte, vraiment après l'écriture, en réfléchissant à pourquoi j'avais mis en place ces 5 femmes aussi. Alors, je voulais montrer aussi la triangularité, tout ça, les infidélités, etc. Ça, c'est certain. Mais je pense qu'elles résonnent toutes chez moi dans une sphère différente. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est ma sphère professionnelle. C'est vraiment le côté carrière. L'autre, c'est vraiment mon côté maman. C'est la fibre maternelle qui parle. L'autre, c'est mon côté de banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Donc, elle, c'est une meuf de la street. Ouais. Et moi, je ne vais pas dire que j'étais dans la street, mais c'est mon côté un peu Kaira qui ressort et que j'aime bien. Je trouve ça génial. C'est puissant aussi. Et on peut se permettre plein de choses comme ça avec justement derrière les personnages, en fait. Et puis moi, d'un point de vue extérieur, je me dis que ça prouve bien que le pervers narcissique n'a pas un style de victime, parce qu'il y a une forte culpabilisation, moi, que je remarque, c'est elle devait être fragile, c'était quoi ses failles, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de profil, que ce sont des personnes, hommes ou femmes, et tu l'as dit de façon hyper intéressante dans une interview, que si on détricote la chose de façon plus sociologique, il y a plus d'hommes parce qu'il y a aussi une notion de pouvoir. D'accession au pouvoir, aussi, je pense, Hyper intéressant, et ce serait peut-être la suite, tu vois, de raconter ça. Mais il y a ce truc qui est hyper intéressant et très déculpabilisant aussi, je pense. Alors, il y a quelque chose effectivement de l'ordre sociologique. Et d'ailleurs, Marc Joly en parle très bien, qui est un sociologue qui s'est beaucoup penché là-dessus, justement, sur la domination, sur le contrôle et sur les troubles de la personnalité narcissique chez les hommes et chez les femmes, et pourquoi il y aurait une prévalence plus élevée chez les hommes. Ce serait à peu près 2/3 d'hommes, mais il y a aussi évidemment des femmes. Et après, pour les profils de proie, j'ai pas entendu l'épisode. Tu as fait un épisode avec ta maman, c'est ça ? Sur ce sujet. Ouais. Donc, tu connais bien le sujet. Et si je te décrivais la façon dont moi, je vois les proies, tu vas me dire si tu reconnais ta maman. Okay. Je pense que ces proies-là ont des choses en commun. Je pense qu'il y a vraiment des points communs, ça c'est une certitude. Et je crois que ce sont des personnes qui sont extrêmement empathiques. C'est-à-dire dans l'écoute, ce sont des personnes qui prennent soin du lien. C'est-à-dire que, par exemple, une autre va peut-être partir à la première non-négociation. En revanche, la proie, elle va rester parce qu'elle essaye de comprendre l'autre. Elle a cette faculté-là qui est assez naturelle de prendre soin du lien, de prendre soin de l'autre, de se remettre en question aussi, de douter, de toujours se remettre en question. Et le doute, moi, c'est plutôt un moteur chez moi aussi. Donc, je n'arrêterai jamais de douter. Je trouve ça très beau, les gens qui doutent. Les gens les plus intelligents sont ceux qui doutent le plus. Je veux pas... Mais je crois qu'elles ont ça en commun. Elles ont en effet aussi une certaine lumière. Elles ont quelque chose de joyeux, de magnétique, de lumineux, de l'ordre de la joie, simplement. Et je pense que les prédateurs sont attirés par ça, par ce côté-là. Donc, il y a quelque chose chez elles, en plus, à prendre. Parce que le prédateur, il va prendre de l'autre s'il n'a pas. Donc, il va aller chercher chez sa victime, entre guillemets, j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas, chez sa proie, il va les cibler parce qu'elle représente ça. Chez les hommes, chez les femmes, c'est pareil. Mais il y a ce côté, un grand cœur, quoi. Quelqu'un qui a envie d'aider l'autre aussi, qui a envie de comprendre, qui part pas à la première incartade, qui va rester, et ça, il le sait. Il sait que, en fait, ce sont des personnes qui, malheureusement aussi, et ça, c'est la leçon, qui n'arrivent pas souvent bien à mettre le curseur dans leurs limites. Bien sûr. Qui vont s'occuper aussi, souvent, qui vont faire passer les besoins des autres avant les leurs. Bon,
ça peut être une qualité quand tu tombes sur quelqu'un de bien. Malheureusement, ça peut être une faille quand tu tombes sur un prédateur comme ça. Ça me fait du bien que tu dises les choses de cette manière-là, parce que moi, j'observe souvent qu'on dit, mais c'était quelqu'un qui... Tu vois, on va pointer les petites sensibilités, les petits manques de confiance en soi chez la proie, comme tu le dis. Ouais. Mais attendez, qui a totalement confiance en soi, enfin, tu vois. Ouais. Et on remet presque... alors oui, certes, c'est un pervers narcissique, mais quel était le problème chez toi aussi, tu vois? Alors qu'on a tous nos petites failles et que je pense que c'est hyper intéressant ensuite de faire un travail pour comprendre, pour déjà se réparer, reconstruire... Parce que toutes les fondations ont été ruinées et après, on va parler de ton histoire. Mais je crois aussi que c'est intéressant d'avoir ton point de vue un peu différent sur le sujet. Aussi, en fait, il y a... D'abord, moi, je ne juge pas et je ne jette pas la pierre aux personnes qui ne comprennent pas ce sujet, parce que je pense que tant que tu n'y as pas été vraiment confronté, c'est extrêmement difficile. C'est comme quand tu regardes les reportages à la télévision avec les gens qui sont rentrés dans des sectes, tu te dis mais moi ça m'arrivera jamais quoi. C'est comme quand on parle des violences, même les violences conjugales, c'est quand même un large spectre. Les violences psychologiques, ça en fait partie, mais quand on parle par exemple... C'est assez récent de parler de ces violences psychologiques, etc. Avant, on parlait en fait des femmes battues. Et puis c'est vrai qu'on avait un peu cette même réaction. Enfin, elle se fait frapper, mais alors pourquoi elle reste en fait? Première gifle, il faut partir, c'est tellement facile dit comme ça. Et ça continue d'ailleurs très largement ce discours-là. Oui, mais en fait, on parle derrière les violences, il y a l'emprise. Et l'emprise, c'est cette secte. Et c'est ce gourou que vous allez rencontrer. Et c'est ce prédateur que vous allez rencontrer qui va vous cibler et qui va mettre parfaitement en place tous les petits stratagèmes et les manipulations possibles pour vous faire tomber dans sa toile. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut tomber dans ce piège-là. Je pense que certaines femmes, comme je l'ai dit, ou certains hommes ont peut-être des prédispositions de sensibilité, mais j'en ai un peu ras-le-bol aussi qu'on dise aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs, qui sont trop sensibles. On n'est jamais trop sensible. Qu'on taxe ensuite les femmes de dépendantes affectives toutes les 2 minutes. Non, on n'est pas dépendante affective. En fait, il ne cible pas des dépendantes affectives, au contraire. Il va cibler plutôt des femmes qui sont indépendantes, autonomes et qui n'ont pas besoin de lui. Ça excite plus quelqu'un qui est tordu de se dire je vais casser. Bien sûr. Sinon, il n'y a pas, pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de domination. Pour dominer l'autre, il faut le détruire. Sinon, c'est tellement facile. Si tu arrives déjà, la nana, c'est une serpillière, c'est terminé, il n'y a plus de game. Ma mère ne ressemblait pas à une serpillière. Et c'est pour ça que le portrait que j'en fais de ces proies, est-ce que tu reconnais ta maman? Totalement. Voilà. Donc elles sont toutes sur ce même schéma-là. Ce sont des femmes à qui en tout cas ils ont le besoin de venir voler quelque chose. Et une fois qu'ils l'ont pris, c'est vrai qu'on a du mal à les quitter aussi, parce que quand on nous prend quelque chose à soi, on a tendance à aller le rechercher chez l'autre. On veut récupérer ce qui nous appartient aussi. Donc il y a cette espèce de vol aussi, je trouve, de qualité, qu'on a envie de récupérer. Donc il y a cette espèce de truc. D'ailleurs, il y a elle est auteure aussi, et je me demande si elle est journaliste ou pas, mais Natacha Calestrémé, qui est géniale, qui explique ça. Alors c'est un peu perché. C'est un peu à un niveau de compréhension un peu plus, on va dire, ésotérique. Sur les énergies ? Sur les énergies et sur le vol d'âme, en fait. C'est ce qu'elle explique. J'y crois beaucoup, moi. Voilà. Et elle explique ça très bien. Et moi, j'avais lu pas mal de choses d'elle, justement, à ce moment-là, parce que je me disais, mais pourquoi j'ai besoin d'y retourner ? C'était pour aller me rechercher moi-même, parce que ce qui m'avait volé, je voulais le récupérer. Bon, il ne vous le rend jamais, donc ça ne sert à rien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois. Tu regardes des photos de toi à cette époque-là et toi aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui est saisissant après un ex en particulier qui n'était pas pervers narcissique, mais qui m'avait fait me dépérir comme un petit raisin sec. Et moi, j'arrivais pas à partir parce que j'avais tellement perdu ma lumière et ma confiance en moi que mon image de moi était tellement naze. Je me disais, mais personne d'autre voudra de moi. Tu vois ?
Mais après, le spectre, ce que tu décris, en tout cas, ça ressemble pas du tout à de l'amour. Quand l'autre te vide de ta lumière, c'est pas bon. Moi, je vois pas des pervers narcissiques partout, et puis je suis pas experte non plus. Mais je vois quand même, dans ce que tu me racontes, une certaine perversité. Parce que quand on se retrouve comme ça, vidé à côté de quelqu'un, et que lui, même en sort grandi d'ailleurs, souvent, on n'est pas fatigués tous les deux, c'est que toi. L'autre, il se remplit. Donc, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, où il y a quelqu'un qui monte et quelqu'un qui descend. Donc, je ne sais pas si c'est ça ta relation. Mais... Écoute, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai glow up après cette... Voilà, ça c'est dit, on l'embrasse. Moi, j'adore cette phrase-là. Jouissette la vie qu'il mérite. Je l'adore. Bon, il l'aura de toute façon. Tu sais, la vie se charge de toi. Moi, j'y crois à ça. Je pense que... Enfin, c'est ce que j'essaye de dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes, tu vois, qui viennent témoigner aussi, qui viennent me raconter leur histoire en me disant « Mais merci, parce que je me sens moins seule, je me sens pas folle, je me sens comprise et je me sens pas jugée. » Et moi, j'aime bien cette phrase-là, de leur dire « Mais en fait, la bonne nouvelle, quel que soit le moment où on en est, le timing dans la relation, c'est quand même qu'il faut bien se dire qu'on sera jamais comme eux. » Et c'est vachement... agréable déjà d'avoir cette pensée-là. C'est vrai. Parce qu'on essaie de comprendre. Alors, mais pourquoi ils font ça? Mais quel est l'intérêt? Mais pourquoi détruire l'autre? Mais pourquoi... Alors, est-ce qu'il m'a aimé? Mais pourquoi il m'a pas aimé? Mais pourquoi je suis restée? Pourquoi je suis partie? Déjà, rien de se dire ça, on sera jamais comme eux. Moi, je trouve qu'il y a un espoir là-dedans qui est déjà un premier pas, quoi. Tellement. Une reprise de pouvoir. Et puis aussi de se regarder soi et de regarder les belles qualités en soi qui ont fait qu'on est tombé dans l'emprise. Tu le disais, le fait d'avoir un grand cœur, etc. En fait, c'est quelque chose de magnifique. Alors, c'est exactement, ça va avec cette phrase-là. C'est-à-dire, quand je dis on sera jamais comme eux, ça veut dire qu'en effet, et ça me fait de la peine de voir certaines femmes qui ne se rouvrent plus à l'amour parce qu'elles ont peur, tellement peur. Et je le comprends, parce qu'on est dans une espèce d'hyper-vigilance après. Et est-ce qu'on prend le risque ou pas d'aimer à nouveau? Et puis on ne se fait plus confiance non plus pour choisir la bonne personne. Je crois qu'une fois qu'on a compris et une fois qu'on a digéré et une fois qu'on a cheminé, on arrive à se refaire confiance soi, dans sa relation à soi. C'est rassurant. À se dire je m'aime à nouveau. Ouais. Et de là à faire confiance à l'autre, de là à aimer à nouveau, de là à prendre ce risque-là, de retomber à nouveau peut-être sur quelqu'un qui pourrait être du même profil ou de la même engeance, ça c'est encore une autre étape. Mais il faudrait pas qu'il nous enlève ça quand même. Ah non, alors ça... Moi, il m'a enlevé 1 an, celui-là. C'est beaucoup, 1 an, dans une vie où on... Tu vois ? Est-ce qu'il a enlevé ou est-ce qu'il a apporté aussi d'autres choses ? Comme je suis spirituelle, je me dis, j'avais besoin d'apprendre ça. Voilà, tu vois. Ouais, je pense qu'on est toutes les deux. On a ce truc de se dire... ok, c'était vraiment dur, c'était terrible, mais c'est ça les épreuves. Enfin, la vie, elle est faite que de ça aussi. Et c'est vrai que... Ça t'apporte de la profondeur, et puis tu transformes la preuve en quelque chose de joli, parce que tu aides à ton tour. Et puis j'espère que cet épisode en aidera plus d'un. J'espère, parce que vraiment, il y a aussi une autre chose qu'il faut comprendre, par exemple, pour l'entourage. Comme tu le disais, tu vois, il y a quelque chose de très laid dans cette relation qui abîme, qui détruit, etc. Ça, c'est une certitude. Et on se dit, et on a tendance à se dire, comme tu dis, j'ai perdu 1 an, j'ai perdu 5 ans, j'ai perdu 10 ans. Mais au fond, pourquoi on y retourne? Pourquoi on reste? Pourquoi on fait ces allers-retours? Donc, non seulement il y a une codépendance, etc., mais si on passe même outre ça, de temps en temps, si on va vers quelque chose d'un tout petit peu plus spirituel, on a vraiment besoin de toucher le fond. Et on a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et ça, l'entourage peut pas vraiment jauger de ce curseur-là. Il y a que soi-même, en fait. C'est comme un alcoolique, c'est comme un drogué. Jusqu'où il va aller pour se rendre compte que là, ok, il a atteint ses limites. On peut pas être juge de ça, en fait. C'est à soi-même de faire cette expérience-là, de savoir où sont ses limites, et peut-être qu'on a besoin de toucher le fond encore plus pour pouvoir se relever encore plus. Il y a peut-être aussi cette espèce de... Tu vois ? Ouais, en tout cas, la question se pose, c'est intéressant. Tu le rencontres dans quel contexte, toi, cet ex ? Alors, moi, je le rencontre, en fait, c'est marrant parce que j'ai vu
hier, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, sur Instagram, une des manipulations justement du narcissique. C'est exactement la rencontre que j'ai eue avec lui, c'est-à-dire qu'il m'a en fait empêché de dormir pendant toute une nuit au téléphone et il m'a fait parler de moi. En fait, c'était un ami d'un ami. On avait un ami en commun. Bon. Okay. Et puis moi, ça faisait longtemps que je le connaissais. Ça faisait quand même quelques années en tout cas, que je l'identifiais. Okay. Mais on ne se fréquentait pas. Je voyais qui il était parce que c'était un pote de pension du père de mon fils, voilà, de mon premier fils. Donc, dans mon système, ce mec, il existait, mais très loin. Confiance en plus. Voilà. Oui, parce que c'était un ami du père de mon fils quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et ensuite, un ami d'un ami que je voyais régulièrement, etc. Donc, il était dans ce giron-là. Et moi, je ne l'avais jamais envisagé. Je ne sais pas trop si lui, oui ou pas, j'en sais rien. Et à ce moment-là, il y a un contexte de vie pour moi qui est un peu plus fragile, c'est-à-dire que je me sépare du père de mes enfants. Donc, ça ne se passe pas bien du tout parce on s'aime encore, qu'on aime les enfants aussi plus fort que tout, qu'on aime notre famille et que y a des choses, on n'y arrive pas et on décide de se séparer, mais vraiment la mort dans l'âme. Donc, c'est très, très difficile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est devenus les meilleurs amis. Donc, la relation s'est transformée, mais à ce moment-là, c'est difficile, quoi. Okay. Et lui, il intervient à ce moment. On se parle par l'entremise de ce copain. Ça commence par un FaceTime avec ce copain-là. Et puis, d'un coup, en fait, il ne s'adresse plus qu'à moi. Le copain n'existe plus. Donc, c'est moi qui lui parle. Et en fait, il me pose énormément de questions. Il me bombarde de questions. Comme s'il s'intéressait tellement à ma vie, quoi. C'était assez séduisant et même presque irrésistible d'avoir quelqu'un qui s'intéresse autant à moi. En fait, je me disais, tiens, c'est fou d'avoir une qualité d'écoute comme lui. Ouais. Et puis de s'intéresser d'une manière authentique, c'est ce que je pensais sur le moment, à qui je suis, à ce que j'aime, à comment je vis, etc. Et voilà. Et ça dure pendant 6 heures jusqu'au moment où j'ai plus de batterie et où on s'endort comme deux amants fous pris d'un coup de foudre mutuel, comme deux adolescents qui s'endormiraient avec le téléphone, de mort de fatigue. C'était ça. Donc, toi, tu as besoin d'un peu de vie à ce moment-là, en plus, une sorte de petite parenthèse où tu te sens vive, tu te sens à nouveau séduisante. Je pense qu'en fait, il arrive... Alors moi, non, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je suis encore très amoureuse de François et François aussi. Enfin, c'est très difficile, quoi. On n'est pas du tout dans un truc où on a envie ni de tourner cette page, ni d'aller vers quelqu'un d'autre pour l'instant. C'était un peu compliqué. Mais lui, il arrive à ce moment-là à se loger quand même, malgré tout là-dedans. Peut-être qu'inconsciemment, ça m'a fait du bien, sûrement, parce que c'est agréable quand on a quelqu'un comme ça. C'est peut-être pas ce dont j'avais envie, mais j'en avais peut-être besoin. C'est possible. Donc, ça, c'est la question. Les premières semaines, j'imagine, au départ, tout est rose, non ? Moi aussi, je vais faire une petite gorgée parce que je ne sais pas trop si je veux montrer à l'écran le coca. Une petite gorgée. Alors, au début, en fait, c'est marrant parce qu'on se dit, mais si au début, ça n'est pas rose, alors pourquoi on reste ? Moi, au début, c'est pas forcément tout rose, mais ça va très vite, en fait. Ça va très, très vite et il y a une présence comme ça qui est presque... asphyxiante en fait de sa part. Il y a ça c'est symptomatique. Voilà. Bombardement, mais vraiment bombardement de love dans tous les sens. Et pas le temps de respirer, pas le temps de se demander si en fait il me plaît ou il me plaît pas. J'ai pas le temps vraiment de réfléchir à ce que je ressens en fait, parce que mon cœur, ma tête à ce moment-là, moi je suis complètement ailleurs en fait. Je suis dans le deuil de mon histoire, de ma famille en fait. Sûr. Donc j'ai même pas le temps de réfléchir à lui. C'est lui qui va prendre le lead. Lui, il va construire en fait pour deux, c'est-à-dire qu'il va m'emmener là où il a envie de m'emmener, puisque de toute façon, moi, je suis pas disponible à ce moment-là. Donc, je vais plutôt suivre on va dire le flow, le truc, et puis probablement que ça, à un moment donné, ça me change les idées ou quoi, mais en fait, je suis un peu comme anesthésiée, quoi. Donc, déjà, j'y vais un peu comme ça, en suivant. Je crois qu'il prend le lead très vite, en fait. Je suis déjà quasiment dans un truc où je me dis, on verra bien. Ok,
Voilà, on verra bien. Puis il a l'air de s'intéresser tellement, et puis il a l'air tellement de me trouver fantastique, de me trouver exceptionnelle. Et puis cet homme-là, il souffre parce qu'il te raconte assez vite qu'il a beaucoup de traumatismes et dans l'enfance, etc. Et donc on se retrouve. C'est-à-dire que on a des traumas communs, on a des chemins communs aussi, on a des choses à partager. Et je me dis, après tout, cette oreille attentive, ce type qui est là, il est là. Et puis de toute façon, il va prendre toute la place très, très vite. C'est intéressant parce que le premier soir, il te pose énormément de questions sur ta vie. Donc, il dresse dans sa tête un petit portrait de toi. Et j'imagine qu'inconsciemment, lui aussi adapte son discours à toi. Il n'y a rien d'inconscient chez ce genre de personnage. Ah ouais. Tout est conscient. Oh la vache. Tout est conscientisé parce qu'ils choisissent, quand ils veulent, de faire le bien ou de faire le mal. Donc tout est conscient. Okay. En fait, la manipulation est tout à fait consciente. Ce qui est peut-être pas conscient, en tout cas c'est ce que disent les psys, moi je suis pas psy, mais ce qui est pas conscient, c'est le trouble dont ils souffrent, pourquoi ils le font, etc. etc. Le problème, c'est tout l'entourage sauf eux. Hein, c'est ça. Mais c'est-à-dire que par rapport à l'entourage, tu veux dire qu'ils arrivent à berner tout le monde, c'est ça? Moi, je me rappelle de ce beau-père, c'est vraiment tout le monde devait aller voir un psy sauf lui, quoi. Ah oui, tu vois. Oui, puis il a toujours des très bons conseils d'ailleurs. Il faudrait que tu te soignes, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Oh là. Il faudrait que tu manges plus comme ci, il faudrait que tu parles moins comme ça, il faudrait que tu cuisines plus comme ci, il faudrait que tu t'habilles moins comme ça, il faudrait pas que tu mettes. Moyen. La frange, là, bof, j'aime pas trop la robe, alors je sais pas. Sur l'autre, c'était beau, mais sur toi, je sais pas, c'est pas ouf. Mais tu serais tellement belle, tu sais, si tu perdais 2 kilos. Ouais, c'est pas grand-chose 2 kilos, tu vois. Non, mais c'est pour ton bien. Oui, vraiment, je le dis pour toi. Parce que je te dis, tu le prends mal, tu pleures, mais t'as pas d'humour, arrête. T'es sensible. T'es sensible. Non, t'es trop. Ouais. Hein, t'es trop. C'est trop. PTSD. J'ai des images. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là qui se met en place et d'une manière très insidieuse. Parce qu'en effet, t'as tous ces compliments au départ, un rôle qui te donne, qui est un rôle indispensable. Donc, ça y est, quoi. On est lancé au bout d'un moment, puis on est en confiance, etc. Et puis, hop, ça se distille comme ça, tu vois, en goutte à goutte. Des petites phrases comme on vient de se faire un petit ping-pong sympa. Oui, parce que c'est juste une petite phrase dans un quotidien qui, de l'extérieur, fait rêver. Et puis tu te dis, mais attends, je vais quand même pas me plaindre parce que là, il y a un mec qui arrive, qui a envie de s'engager avec moi. Ça va vite parce que, voilà, je veux dire, à notre âge, plus le temps de... On se connaît. Enfin, tu dois te faire toutes ces... Bien sûr. Tu vois Mais bien sûr, parce que en fait, effectivement, comme je disais, c'est des gens qui... Les proies doutent souvent, en fait. C'est pas qu'elles n'ont pas confiance en elles, hein, c'est qu'elles se remettent en question. C'est encore une notion un peu différente. Okay. Donc... en effet, elles vont douter, et puis lui, il va distiller ce doute, il va l'induire souvent en disant mais t'es trop ceci ou t'es pas assez cela, ou si t'avais été comme ça aurait été génial. Mais là, en fait, il y a un conflit ou il y a une dispute, évidemment, c'est de ta faute. Hein. Tout est toujours de la faute de la victime. Il n'y a jamais de prise de responsabilité et jamais de culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir toujours un retournement une inversion de la culpabilité et une inversion de la responsabilité. Donc ça, c'est très bien fait aussi. C'est fait dès le début, comme ça, mais vraiment d'une manière très insidieuse, sur des détails. Alors c'est vrai que quand on le raconte, on ne peut pas vraiment se rendre compte parce qu'il y a l'accumulation. Et puis en plus, il alterne. Les compliments, mais même dans la même phrase, en fait. Le compliment déguisé, voilà, comme tu dis, tu serais tellement plus belle si tu perdais un peu de kilos. Et puis il va aller sur des trucs... des complexes qu'il a notés, parce que quand moi il me parle pendant 6 heures le premier jour, il note tout, c'est conscient, il est là pour emmagasiner toutes mes datas, pour savoir là où il va pouvoir appuyer après. Donc moi quand je raccroche, le lendemain, parce que effectivement je m'endors sur cette conversation, sur ce moment-là, et en fait je me rends compte que ça n'est pas une conversation, que je ne sais rien de lui. Le lendemain je me dis tiens, j'ai beaucoup parlé, tout de suite. Et en fait, c'est marrant parce que tout de suite, il y a un premier truc qui vient me dire il y a un déséquilibre. Voilà. Mais comme tu viens de le dire si justement, c'est pas grave. Ça peut faire, en fait. T'as un mec qui s'intéresse à toi, qui te fait parler pendant 6 heures. T'adores parler, toi. T'es toute contente, tu racontes ta vie, etc. Puis en plus, t'en as besoin. Parce que là, pour le coup, t'es en train de te séparer, donc ça te fait du bien. Et tu vas te plaindre parce que t'as un mec qui t'écoute, alors quoi? On se plaint tout le temps, un mec qui t'écoute pas assez, un mec qui t'écoute trop, donc tu dis ok, stop.
Et puis ce truc-là de mais Sophie, enfin, personne n'est parfait, tu vois. Oui, mais ça, c'est... Oui, alors oui, En fait, ça, c'est juste parce que lui, il va jouer sur tous les codes amoureux, en fait, qui va pousser au max pour essayer que ça aille vite, parce que tu peux pas, en fait, garder un masque très longtemps. J'imagine que comme tu l'as connu dans ta famille, tu voyais dans le huis clos et dans l'intimité la véritable personnalité, la vraie nature de cette personne. Alors, écoute, figure-toi, le truc, moi, à l'époque, j'ai 15-16 ans, donc j'ai pas la maturité émotionnelle ni l'expérience. Et ce beau-père-là cache toute cette partie-là. En fait, il y a un truc qui est grand classique que j'ai su après. Il dit à ma mère que je suis le diable, que je porte le diable en moi et qu'il faut absolument qu'il nous sépare. Tu vois, il l'isole. Il l'isole totalement et il réussit à me mettre en pension. Tu vois, il a voulu faire la même chose avec mes enfants. C'est pas vrai. Ouais, non, mais là, exactement la même chose. Il faut les mettre en pension. Ils vont être tellement heureux. Moi, j'ai été en pension. On va être tellement bien comme ça. On pourra voyager, etc. Bon, moi, je les ai jamais, évidemment, pas mis en pension. Mais il y avait cette volonté, comme tu dis, de... C'est même pas diviser pour mieux régner, c'est isoler, quoi. Il isole la proie de potentiellement des personnes qui pourraient sauver la proie, en fait, tout simplement. Et puis, ça leur est insoutenable de te voir aimer tes enfants sûrement plus que lui. En fait, ce qui leur est insupportable, c'est deux choses. C'est d'une part, en effet, ils ont besoin d'être le centre d'intérêt, d'où le narcissisme. Là, on est vraiment dans le narcissisme pur. C'est-à-dire qu'ils ont un manque d'estime de soi qui est terrible. Donc, ils ont besoin d'être rassurés en permanence. Et c'est vrai qu'en fait, la proie va venir nourrir ce narcissisme en permanence. Donc, il y a effectivement, le prédateur est hyper égocentré. T'es belle, t'as un bon job, ça le flatte aussi. Bien sûr, femme trophée... Voilà, celle qui va être drôle en société, qui va être aussi la bonne mère de famille. Ça, c'est bien. C'est bien, ça assoit un homme d'avoir une femme qui a des enfants. Voilà, il y en a même beaucoup qui vont à l'église, par exemple, ou qui sont très pieux, très spirituels. Ils vont aussi développer ce truc-là pour évidemment se faire passer pour des gens super. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et ce truc-là d'aller très très vite, c'est hyper intéressant parce que toi, t'as pas une seconde à toi pour prendre le temps de checker ce que t'as dans le bide, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu le kiffes autant qu'il te kiffe. Ah, il y a ce truc qui s'emballe pour mieux... Ouais, il y a toutes ces questions-là, en fait, que tu te poses, en fait, mais t'as pas le temps vraiment de trouver la réponse. Donc, je pense que dans une relation, en fait, c'est des questions normales qui arrivent. On se dit, tiens, est-ce que ça va très, très vite, en fait. Le gars dit « je t'aime » au bout de 3 semaines. Donc, vous n'êtes pas capable de lui répondre « je t'aime » aussi parce que vous ne le pensez pas, en fait. Oui, bien sûr. Donc, mais là, vous vous dites « ah mince, il est tellement amoureux, le pauvre, il est tellement romantique. » Enfin... je suis en train de tout casser, quoi. Donc, finalement, vous êtes la meuf un peu chiante, quoi, qui se laisse pas aller à un romantisme exacerbé que lui met en place et après tout. Et puis, vous avez peut-être un peu peur aussi de froisser ses émotions, de froisser ses sentiments. À ce moment-là de ma vie, aujourd'hui, je sais qu'un mec me dit « je t'aime » au bout de 2 semaines, je lui réponds pas, ça me pose pas de problème. Il y a un truc maintenant, j'en ai marre tu parlais de dépendance affective, j'en ai marre à chaque fois de me dire peut-être que c'est parce que je suis anxieuse en amour, etc. Non, en fait, si je ressens dans mon bide qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu désaxé, point. J'arrête d'essayer de rationaliser, de prendre sur moi, ça c'est un truc... Mais je crois que c'est... En fait, ce qui est important, c'est effectivement de s'en tenir... Alors, il y a 2 choses. Pour parler du corps, c'est ce qui se passe avec ce type de personne. Le corps parle. Le corps se défend, toujours. Donc, on va avoir, au bout d'un certain moment, des maladies. Mal à la gorge, parce qu'on ne peut pas dire. Donc, il y a plein de choses qui se passent ici. Une bronchite aussi, beaucoup là, sur le cœur. Il y en a beaucoup sur le cœur. Des infections urinaires, parce il vient évidemment sur votre territoire et les reins ne filtre plus des déchets. Donc, il y a de la toxicité, il y a quelque chose comme ça. Le corps, il parle, ça c'est sûr. Après, on ne va pas forcément l'écouter. En tout cas, mais c'est important de le savoir. Parce que le corps, c'est avant nous. Donc, vous vous installez rapidement ensemble ? Non, on ne s'installe pas ensemble. Heureusement, j'ai cette chance-là. C'est que lui vivait pas dans le même pays que moi. Ok.
Donc, on avait la Manche entre nous. Et ça, Ok. c'était fantastique parce que justement, Donc, il j'ai habitait pas en eu... Espagne. Oui, il habitait en Espagne. Exactement. Exactement. Donc non, il n'y a pas eu l'emménagement, mais évidemment, c'est ce qu'il veut. Lui, il veut tout de suite venir, emménager. Voilà, il faut verrouiller, en fait. Hein. Verrouillé. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a le cadenas sur cette couverture de mon livre, de Chérie. C'est clac. On est dedans, c'est fini, on est dans la matrice, c'est terminé. Donc, ils le font avec un mariage, ils le font avec des enfants, ils le font avec un emménagement, ils le font en vous isolant de votre job, de vos amis, de votre famille, comme tu dis aussi, des enfants, de vos parents, de tout ce qui peut vous procurer aussi de la joie et de tout ce qui peut être une forme d'équilibre pour vous. Et puis aussi, ils vous éloignent de personnes, plus il y a de monde en fait autour de vous, plus potentiellement, statistiquement, les gens peuvent le démasquer. Moins il y en a, plus vous êtes isolé, plus vous êtes dans votre délire, vous êtes complètement cinglé, vous êtes folle, et lui, il a le lead et il va raconter ce qu'il veut. Petit à petit, toi... j'ai chaud maintenant. Non mais j'ai chaud, je suis en pull. Tu peux pas mettre entre Moi, deux. j'ai pas froid, c'était pour toi. Non, ça va, écoute. Ça va, mais là j'ai chaud avec les lumières. Moi j'ai un moustache qui suit un temps 2 secondes, donc La ça me va très bien. Là. Je l'ai su sur le micro. Ce Discreto. micro, il en a vu des choses. Je suis pas certaine du geste en revanche. Discreto. Ce serait évidemment la miniature sur YouTube. Bah oui, très beau. De quoi allons-nous parler? Attends, on est là. Il y a l'emprise. Le pervers narcissique, l'emprise, allez, vas-y. Allez, yalla. Ouais. Oh, écoute, on peut se permettre, t'en es sorti. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait pas mal de conférences, en fait. J'ai donné des conférences avec la psychothérapeute Anne-Clotilde Ziegler, qui a signé la postface du livre. Et donc, on a voulu offrir aux femmes, aux hommes, je voulais pas faire juste des séances de dédicaces de livres, de signatures. J'avais vraiment envie de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir accès à son analyse clinique à elle. Parce que moi, c'est vraiment avec elle que j'ai travaillé après cette histoire, pas sur le livre, hein, mais sur moi. Et vraiment, elle m'a remise droite, elle m'a remise d'équerre, elle m'a tout expliqué. J'avais besoin de comprendre, en fait. On a besoin de comprendre. D'intellectualiser aussi. Je pense que c'est un côté rassurant, non? Mais c'est hyper nécessaire de se dire, mais alors, c'était quoi? C'était de l'amour? Donc, la réponse est non. Mais ça, c'est difficile à entendre. C'est parce que nous, on y a cru aussi. Puis ça y ressemblait drôlement quand même. Mais alors, pourquoi ils détruisent les gens? C'est parce que moi, ça me vient pas à l'idée. Ça, je me dis, ça n'existe pas. Ou alors, faut être sociopathe. Alors ça, c'est les tueurs en série. Mais il y a des pervers narcissiques. C'est quoi un pervers narcissique? Tu vois? Et donc, elle m'a tout expliqué, elle a mis des mots dessus, j'ai compris ce trouble de la personnalité, j'ai posé beaucoup de questions, etc. Donc c'est vrai que j'avais envie aussi de pouvoir offrir ça à mes lectrices, à mes lecteurs, parce que j'ai des hommes aussi qui viennent. Hein. Oui, j'en ai il y en a dans les groupes de auditeurs. parole, il y en a, tu vois. Bon. Et donc, ça, c'était intéressant, la compréhension de tout ça, et même des années plus tard, il y a encore des questions que je me pose, moi. Sur des trucs où je me dis je viens de comprendre ça en fait. Moi, ça me pop parfois avec des ex, pareil, des années plus tard, une réflexion, parce que maintenant, il y a une neutralité. Je suis en mode, mais c'était pas du tout OK. Et c'est fou comme les émotions peuvent dépeindre un truc sur l'instant T, où vraiment le brouillard est ultra opaque et parfois on a besoin... tu vois, ce qui est dingue, c'est en fait même de pouvoir en rire après. Ça, meilleure thérapie. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, on peut pas rire, on parle de violence psychologique sur les femmes et sur les hommes. C'est difficile de mettre de l'humour là-dedans. Mais moi, dans mon livre, on rit. On rit, on sourit. Et toutes mes lectrices et tous mes lecteurs me disent ça fait du bien parce que je voulais pas écrire un truc trop. Alors il y a des scènes, c'est dur hein, parce qu'on est dans la machine à laver, hein, on est dans les soreuses et tout ça, on est là, tout le programme, hein, ça fait 440 pages. Donc tu peux y aller, et il y a 5 femmes, donc on est dans le truc. Ce que je voulais montrer aussi, c'était la répétition, la mécanique, le truc machin. Donc on est ballotté là-dedans, mais on rit aussi. On rit parce que ce qui est hallucinant, et c'est ce que tu dis, c'est quand on en est sorti et quand on a cheminé et quand ça y est. On va dire on est guéri, on est sorti de l'ornière définitivement.
et qu'on voit la farce. C'est des manipulations, c'est toujours les mêmes en fait. Donc il y a un côté un peu grotesque. Et ouais, c'est vrai, il y a un côté grotesque, t'as raison. En fait, c'est une fois que tu vois, en plus avec ce genre de type, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Donc, Ce qui serait un très bon titre par ailleurs. Plus c'est gros, plus ça passe. Pardon. Ça peut, ok. Je vais réfléchir pour le deuxième. Je pense à toi. Je ferai ta post-face. Franchement, tu me feras ma post-face. La préface même, peut-être. C'est encore mieux. Mais il y a un côté comme ça, en fait, où tu... C'est pour ça que j'arrive à sourire, parce que tu vois cette espèce de scène comme ça, géante, qu'il met en place, parce que lui, il y a une théâtralité comme ça, où tout est mis en scène. Et puis, tu as un prestidigitateur au milieu, un peu à la David Copperfield, tu vois, qui est en train de te faire des trucs de ouf, tu vois. Et puis, d'un coup, en fait, à force qu'il te fasse toujours les mêmes trucs de ouf, tu finis par voir la trappe là, qui est en dessous, là-bas. Et puis, le truc, ça marche moins bien, parce que tu te dis, mais non, mais là, il y a la trappe. Et puis, tu lui dis, mais regarde, là, ça marche pas, ton truc. Parce qu'il y a la mythomanie, il y a tous les symptômes qui vont avec. Hein. Donc, tu dis, mais non, là, tu m'as menti, là, regarde. Hop, preuve, j'ai vu la trappe en dessous. Bon, il va retourner le truc. Mais au bout d'un moment, ça marche. En fait, ça ne marche plus. Et ça devient pathétique. Et ça devient pathétique après. Une fois qu'on a déculpabilisé, une fois qu'on a compris qu'en effet, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de succès dans cette histoire. On parlait de l'échec, ça ne peut être qu'un échec, puisque les règles sont induites par lui, pour se redorer le blason. Donc vous avez beau essayer de jouer au jeu. Ah, peut-être que si j'étais plus sympa, peut-être que si j'étais moins ceci ou plus cela, il serait plus comme ça ou comme il était un peu au début, parce que vous avez envie de reprendre votre shoot de dopamine du début. Vous l'avez rarement. Vous avez des miettes, en fait, après. Hein. C'est je te coupe, c'est cette sorte de roue où tu passes, c'est récompense, châtiment, tu sais, comme une drogue. Ouais, c'est ça. Où on te dit, qu'est-ce que t'étais génial hier soir, et tu dis, ah ça y est, on retrouve les débuts, et puis voilà, et ça repart. Et... C'est vraiment, ce que tu dis, c'est très juste, c'est vraiment la caresse, claque, caresse, claque. C'est plap, plap, plap. C'est vraiment il oscille, en fait, tout le temps entre les deux, et puis il va régler lui son curseur en fonction des réactions. Donc lui, son but, vraiment sa jubilation profonde, hein, c'est de vous voir détruite. Donc il va monter quand même pas mal le curseur du cortisol, du stress. La dopamine, c'est-à-dire la récompense, comme tu décris ce circuit-là, ça va être de moins en moins souvent. Mais ton cerveau, il a enregistré que ce gars-là, c'était ta récompense. Donc, tu es déjà dans l'addiction, dans la codépendance avec lui. Donc, ce n'est pas une dépendance affective. Hein, c'est lui qui vous met en dépendance affective. Parce qu'il induit ça aussi. Et il y a effectivement ce circuit-là qui vient se mettre en place où on est comme un drogué, en fait. Où on a ce craving de retrouver ce shoot de dopamine avec, en fait, cette drogue qui est lui-même. Et on vient se soigner, mais c'est très triste, dans le creux de son bourreau, en fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est la pire situation. C'est-à-dire que... Ta famille et tes amis s'en rendent compte ? C'est une bonne question. Sur le moment, j'ai demandé justement à ma meilleure amie, parce que je lui parlais. J'ai toujours parlé, je lui ai toujours raconté ce qui se passait. Pas la honte que j'avais, et puis pas tout ça. Et puis je lui trouvais toujours des excuses, etc. Je lui disais toujours, non, mais bon, peut-être j'ai été un peu chiante hier, ou il est fatigué. Elle me disait, ouais, enfin, t'es quand même très malheureuse. Tu pèses 49 kilos, voilà. Est-ce que t'es sûre que ça va, quoi? Et donc, moi, mais elle finissait toujours, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, elle finissait toujours par se dire, bon, bah ok, si Sophie me dit que ça va et que, en fait, peut-être, moi, je pense que c'est un bon gars. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ce que tu écris dans le livre, en tout cas. Elle l'a jamais vu. Non. Elle est tombée de l'armoire, parce que je lui racontais pas l'intime. Je lui racontais ce que j'avais bien envie de raconter. Bien sûr. Genre, mon mec a été horrible hier, il m'a dit ça, nanana, mais c'était pas... Je lui disais pas, ouais, je suis dans la merde, meuf, il faut que tu m'aides. Jamais. L'entourage, je sais, ressent souvent aussi une petite culpabilité après de... Mais comment j'ai fait pour ne pas voir On voit pas. Ouais. On voit rien. Okay. On voit rien, parce que je pense que l'entourage, il faut pas culpabiliser.
ce qui doit être terrible, d'ailleurs, je pense, c'est pour une mère de voir sa fille là-dedans, ou son fils là-dedans. Là. Je pense que ça doit être monstrueux. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, ils vont mettre en place cette stratégie aussi sociale. Donc, ça va être des gens qui sont accomplis, qui sont... voilà. Et puis, tu me disais par les proies aussi, le profil, par exemple... C'est des mecs qui adorent s'en prendre à des femmes qui ont des postes importants. Par exemple, des avocates, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de témoignages d'avocates. Eh bien oui, des femmes empathiques qui veulent prendre soin. Bah ouais. Mais je te dis pas combien j'ai de retours de nanas qui sont au barreau et bien haut placées. Hein. Mais c'est ça, c'est le double effet qui se coule. C'est la puissance, mais aussi j'ai choisi une carrière pour prendre soin des autres, comme tu le disais. Il y en a beaucoup dans le corps médical, il y en a beaucoup aussi donc chez avocates, etc. Et puis des femmes, alors chez les psys aussi. Oh la vache. Chez les psys, ils vont aller s'en prendre. Je suis contente d'être podcasteuse. Peut-être que j'y échapperai. Je suis que podcasteuse, moi, laissez-moi tranquille. Je peux pas vous intéresser. Ah non, moi je vous intéresse pas, passez votre route. Non mais il y a vraiment ce truc-là, c'est vraiment... plus c'est challengeant, plus c'est excitant en fait. Il y a une adrénaline qui se fait à détruire l'autre, pour nous qui est inimaginable. Pour nous, c'est incompréhensible. Mais c'est ce qui se joue chez lui. Il faut le comprendre ça. Plus vous êtes un challenge, plus vous êtes difficile à détruire et plus il va jubiler, plus ça va l'amuser. Et on le voit d'ailleurs dans ses yeux, dans son comportement, dans son regard. Il y a une jubilation à démonter tout ça. Waouh! Je repense à l'histoire de ma maman. Alors lui a voulu tout de suite qu'ils habitent ensemble. C'était ça ou rien. Et il l'empêchait de dormir la nuit. Oui. Il faisait ça, le tien aussi? Alors ça fait partie du... En fait, c'est une des tortures les plus ancestrales. Ça, d'empêcher les gens de dormir, ça les rend fous. On leur mettait... Au Moyen-Âge, on mettait les gens dans une pièce, on leur mettait la lumière dans la tronche et on faisait tomber une goutte sur un gong. Bon. Ouais. Donc, ça, tu peux pas dormir comme ça, c'est pas possible. Et il y a ça aussi dans L'amour et les forêts, tu le vois. C'est une technique. Le film qui est avec Virginie Efira sur ce sujet-là. Je crois que c'est Melville Poupeau qui joue le rôle du narcissique. Et c'est exactement la technique qu'il emploie. Il l'empêche de dormir. Donc, elle est à bout de force. Déjà, on est vidé, on est épuisé, on est fatigué, on manque de discernement. Mais en plus, le manque de sommeil fait qu'en plus, tu as ça qui se rajoute. Et oui. Et puis oui, comme tu le dis, de manque de discernement et t'as moins en moins ton esprit. Lui, toutes les nuits, lui disait « Qu'est-ce que tu as de la chance de m'avoir. Je sais pas comment tu ferais, ma pauvre, sans moi. » Et sa chance dans cette histoire-là, je vais donner le spoiler, c'est que dans le fond, il était plus âgé qu'elle. Tout le monde lui avait dit « Vas-y, c'est la chance de ta vie » parce qu'il avait un gros poste, beaucoup de lumière, beaucoup d'argent. Et elle était pas à fond sur lui. Et en fait, sa chance, c'est que tout le long, elle était en mode « Mais je crois que je kiffe pas de ouf. » Et elle a eu cette possibilité-là de partir au bout d'un an juste parce qu'elle avait ce sort de double cerveau, l'un qui était tombé dans l'emprise et l'autre qui était en mode « Il me plaît pas tant que ça, tu vois ?» Ouais, mais il y a un côté comme ça, en fait, vraiment aussi, je crois qu'il plaît pas tant que ça, en fait, au départ. Moi, il me plaisait pas non plus. En fait, au début. Ouais, c'est vrai, ça. C'était pas... En fait, il va se modeler quelque part comme on l'attend. C'est-à-dire qu'on va le voir un peu avec cette espèce de prisme de l'idéalisation, un petit peu. Mais au début, c'était pas mon truc. C'était pas ma came non plus. Donc, il va y aller un petit peu au forceps. Et puis, au bout d'un moment, vous allez l'envisager parce qu'il est tellement super. Le gars, il a tellement... Oui, et puis nous, c'est vrai que le physique, on s'en fout un peu. Si le mec, il prend soin de nous, qu'il est à l'écoute, qu'il est attentif, il a toutes ses qualités de cœur et d'âme. Et qu'en plus, il avait ce truc où il arrivait, les cadeaux, il se faisait péter des trucs de fou. Et en plus, il écoutait vraiment mes envies, mes trucs. Donc, il visait juste à chaque fois. C'était Pretty Woman. Alors, on est peut-être très connes, nous les meufs. Mais quand un mec est hyper attentionné, qu'il offre des fleurs, qu'il offre des trucs, qu'il est... Voilà, alors... Peut-être que c'est un tort,
Mais moi, je crois qu'à ce moment-là, c'est vrai, je trouvais ça vachement séduisant, quoi, toutes ces attentions. Mais je suis la dernière à te juger. Je trouve que ce dont tu parles, c'est de te sentir regardée, en fait. Regarder, choyer, prendre soin parce qu'il t'écoute, il te fait des cadeaux en fonction. Il y a la petite fille en soi et qui est très jolie à conserver aussi, qui a des paillettes plein les yeux. Et puis, il y a la notion de sécurité. Ouais. Toi, tu viens de te séparer, tu as 3 enfants à ce moment-là ? Ouais, alors moi... financièrement, à ce moment-là, je suis indépendante quand même. Tu vois, heureusement. D'ailleurs, j'ai mon appartement et tout. Donc, j'ai pas besoin de lui financièrement. Et puis même, j'ai même pas besoin de lui pour me faire rêver parce que j'avais d'ailleurs une vie qui était déjà très sympa. Donc, en fait, c'était pas vraiment ça qui m'attirait. Ce qui m'attirait, c'était... j'avais l'impression d'être choyée, en fait. Voilà, d'être importante, d'être d'être la femme de sa vie, en fait, tout simplement. Ce qu'on rêve de ressentir. C'est un peu ce qu'on rêve de ressentir. Bon, sauf que, comme je te disais, là, le corps, il disait non, Sophie, c'est pas ça. Tu l'as senti comment dans ton corps ? Tu parlais de la gorge serrée. J'ai cumulé toutes les maladies possibles et imaginables. Les migraines, je faisais jamais de migraines. Le ventre, dès qu'il s'approchait de moi, j'avais mal au ventre. J'avais tout le temps des frissons quand il était même quand il n'était pas dans la même pièce. Quand il arrivait, j'entendais les clés dans la porte ou le truc. Et là, j'avais les poils qui se dressaient. Non, il y a un conditionnement qui est très fort. Hein. Et ça, c'est difficile à comprendre. Bien sûr. Tu vois, je pense que c'est difficile à envisager pour quelqu'un qui n'a pas été sous emprise. Ils se disent, qu'est-ce que c'est ? En fait, on vit dans la peur. On vit vraiment dans la peur parce qu'en fait, on est tout le temps en train de marcher sur des œufs, quoi. On est tout le temps en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on va avoir ? Quelle version on va avoir ? Est-ce qu'il va être gentil ou est-ce qu'il... Et on sait de toute façon qu'il ne va pas être gentil. Parce on espère toujours, on espère. Il a déjà été. Mais parfois, et donc nous, on va baisser son curseur au niveau de nos attentes, de nos besoins. On va venir s'effacer, on va venir vraiment se la fermer pour pas faire de vagues, quoi. Surtout pour pas qu'il s'énerve. Surtout. Parce qu'on sait qu'on va perdre à la fin. Donc pourquoi encore se vider de son énergie ? Et on est dans cette peur, dans cette honte, dans cette culpabilité qui reste. Et puis tu parles de ces frissons. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ton système nerveux est tellement en mode survie, fight or flight. Il n'y a plus d'espace, effectivement, pour un discernement parce que toute ton énergie, elle passe dans ce mode survie, quoi. Mais comment tu veux faire ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il te reste tellement peu de lumière que tu la mets là où tu peux la mettre. Et puis, il y a les enfants aussi. Il faut s'en occuper. Et puis, moi, je travaillais. Je faisais les matinales en radio. Donc, tous les matins, je me levais. Il était 5h30. Tu dormais pas ? Non, je dormais pas. Et puis, c'était toujours... D'ailleurs, il y a des scènes comme ça dans le livre. C'est toujours le moment où j'avais un truc important le lendemain, où il décidait d'un coup de monter le volume de la meuf à 200 ans, de la chaîne IFI. De la chaîne IFI. Comment ça s'appelle ? De l'enceinte, quoi. Oui, de l'enceinte. La musique à donf. 250 ans, donc il mettait vraiment le tourne-disque. J'en ai 249. Les 2 petites vieilles. Tic, tic, tic. Mais pas ça. Mal pour leur âge. Franchement, on est bien. Hein. Pour 205 ans. Si tu as envie qu'on te trouve plus jeune, Pauline, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Faut j'ai rajouter 10 piges. Hein. Ah, bah oui. Quand on te demande ton âge, tu rajoutes 10 ans. Enfin, vous les faites pas. Ah ouais, mais moi, je suis à un âge galère. T'as quoi ? T'as 30 ? J'ai 35. Ouais, 35. Tu vois ce que je veux dire ? Si je dis 45, là, je peux plus choper du... Ouais. Pour là, je suis en recherche amoureuse et de stabilité. C'est pas 45 ans pour des mecs de 30 ans qui cherchent déjà des meufs de 25. Je suis pas sûre de ta 35 ans. Ouais, 35 ans, c'est l'âge... Oh. Ouais. J'ai peur. Mais non, il faut pas avoir peur. Je pense que ça peut très bien se passer. Moi, ça me fait un peu peur ce qui se passe sur les applications de rencontres. Je veux même pas en parler. Ah, tu vas pas là-dessus. J'ai eu... pour tout te dire, hier, j'ai eu une expérience horrible avec une médium que je n'aurais jamais dû voir. Je pensais que c'était une nana qui faisait de l'énergétique. Okay. Et en fait, elle m'a dit ce qui allait se passer, mais de façon tellement violente. C'est un peu comme si on te disait... tu vas mourir... tu vas passer sous un bus demain à 14h30. Ouais, exactement. Tu sais, il y a des trucs qu'il faut mieux pas savoir. Et... Normalement, elles disent pas ce genre de trucs. Et j'ai pas passé une super soirée, donc je veux plus parler d'appli de rencontre. Ah oui, d'accord. Donc, elle t'a dit que t'allais tomber sur un serial killer sur Tinder. Non, mais elle était en mode, ce sera d'ici quelques années. Enfin, tu vois, genre...
vous allez rencontrer l'homme de votre vie à 58 ans. Oui, voilà, c'est ça. Patience. Mais au moins, vous aurez un homme de votre vie et puis ça va vous servir pour le podcast. Non, mais je sais que je me fais engueuler à chaque fois par les auditeurs quand je raconte une expérience comme ça parce qu'ils sont en mode, en fait, on avait dit qu'on arrêtait. Parce que tu vas beaucoup voir de voyantes et de médiums. Ah ouais, mais tu sais que moi, sur mon téléphone, je peux te montrer, en fait, je pense que j'ai 200 contacts de voyants. Je pensais que j'allais me faire juger. Non, tu vas alors pas du tout. Parce que regarde, quand je tape voyant... Non, mais j'ai même pas fini. J'ai tapé voyant. Et c'est pas donc, voyage. Médium, voyante, Estelle, Ingrid, Zoé. Ah non, tu veux pas savoir. Ah, terrible. Et en effet, c'est... Je me sens partir. C'est pas une bonne idée. Tu sais, oh là là, bon, bref. C'est pas une bonne idée. J'ai peut-être un peu pleuré hier soir et tout, je suis un peu fragile. Mais c'est horrible qu'elle t'ait dit un truc comme ça. C'était, en fait, tu ne devrais pas présenter. Là, je me rends compte d'autant plus à quel point les mots ont un impact. Je l'ai toujours pensé, tu vois, mais... Sur le cerveau. Et puis même, enfin, genre là, elle a une responsabilité très forte. Bah oui. Et donner des infos comme ça ne m'a pas tiré vers le haut, ça m'a fait cracher. Bah bien sûr. Tu vois ? Oui, si elle te dit... En plus, toi, tu vas la voir toute mignonne avec ta robe à fleurs en disant « Il est pour quand, le grand amour ?» Alors, je t'explique, Pauline. D'abord, si tu passes pas sous un bus, t'as de la chance. Et en plus, il arrivera pas avant. Non, mais c'est horrible. Non, mais moi, je sens que... Moi, j'ai des dons de médiumnie, je te le dis. Et tout le monde va se dire oui, elle sent tellement bien les choses qu'elle a passé 5 ans avec un pervers narcissique. Alors, si je peux me permettre... Elle a une intuition de ouf. Dis donc. Elle a le nez creux, dis donc, celle-ci. Ça sent le roussi. Alors, je vais te dire un truc, mais peut-être ça va rassurer justement les gens qui nous écoutent. Pitié. On a vraiment, à la base, je crois, parce qu'on a une grande sensibilité, les proies, on a beaucoup d'intuition. Le problème, c'est qu'on l'écoute pas. Ouais. Mais on l'écoute vraiment pas à ce moment-là. On est dans je veux sauver l'autre. Oh, il est fantastique. Enfin, c'est même pas il est fantastique, c'est il me trouve tellement fantastique. Oui. Je me dois d'être à la hauteur pour lui et je vais le sauver. Voilà. Oui. Et donc tous les trucs, ce qu'on appelle les red flags maintenant communément, toutes les trucs d'intuition de petite voix. Non, c'est pas lui. Non, il me plaît pas. Non, je l'aime pas. En fait, non, j'ai pas envie. Mais pourquoi ? Mais en fait, il est con. J'avais même des moments où je me disais, oh, il est bête en fait. Oui, il me plaît pas. Il est arrogant. Il est truc. Il est Ouais. ceci. Tu vois, la voix off, elle est géniale. Ouais. C'est comme dans la série Fleabag. Oui. Tu vois, où elle rencontre des mecs. La coupe de cheveux comme un crayon. Bah oui, mais elle est géniale cette série parce que entre ce qu'elle fait et entre ce qu'elle se raconte et ce qu'elle met en œuvre, il y a un monde, quoi. Et ce serait intéressant d'un peu plus écouter son intuition. On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais... Écoute, j'ai un métier à côté qui est lié à l'intuition, parce que je fais de la communication animale. Je te raconterai ça après. Et ça développe en ce moment mon intuition. Et souvent, c'est quand je suis en train de changer ma couette. Ok. Parce que je suis tellement... C'est le truc le plus chiant de la Terre, de changer une couette de personne. Ouais. Et ben, c'est là où j'ai des trucs qui pop. Et de plus en plus, je suis en mode « Oh, merci beaucoup » parce que ça me parle de mec. Genre, je datais un mec en février. Ok. Je change ma couette. Non, mais il te dit qu'il s'est remis de son ex, mais c'est encore vraiment très, très fort. Et le gars, il me largue 2 semaines après parce qu'en fait, il se rend compte que son ex, machin... j'ai eu des trucs mais comme quoi, ça. T'as des espèces de flash quand tu changes de couette. Ça a l'air con, effectivement, quand on l'entend. Mais non, c'est pas con parce qu'en fait, t'es concentré sur ton truc. Et c'est tellement bête à faire qu'en fait, tu dois avoir ton esprit qui se... Tu vois à la fois, t'es focus, genre, parce que tu fais ton truc, mais ton esprit, il y a de la place dedans. Et c'est ma propre voix. Mais il y a un certain de truc où En fait, c'est comme une vérité qui est dans mon corps, très calme. Ok. Donc ça, je crois que c'est comme une évidence, en fait. Je suis en mode, ok. Mais c'est comment ? C'est un truc que tu ressens ou c'est carrément, il y a une phrase, quoi ? Parce que là, tu viens de me sortir une phrase. Moi, je m'entends me dire dans ma propre tête. Ok. Par exemple, il y a quelques temps, j'espère qu'il ne va pas écouter ce podcast-là. Il va l'écouter. Puisqu'il écoutait mes podcasts. J'ai donc le mec après. Je me suis beaucoup amusée. Écoute, Sophie, merde. Non, mais c'est normal, tu vis. On a dit c'est une série d'expériences les unes après les autres. Et j'ai eu de très belles expériences ces temps-ci. Je me suis entendue me dire, là, il va falloir que tu arrêtes cette histoire parce que ça va être très important pour la suite. Ah.
Qu'en fait, tu apprennes toi-même à dire stop et à t'écouter, à poser tes limites. Ok. Et je l'ai fait. Et je me sentais trop bien. Ouais. Et cette phrase-là, que je me suis dite, était tellement claire et évidente que je me suis dit, oh. Il n'y avait pas de remise en question possible. Surtout que je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit tout à fait moi. Ah. Tu vois ? Mais tu penses que tu communiques avec qui alors ? Quand je fais des communications animales, je fais des respirations avant Kundalini. Ok. Pour activer une petite partie du cerveau qui est responsable de l'intuition. C'est quoi ? C'est l'amygdale, c'est ça ? Alors, on peut dire ça. Moi, c'est la glande pinéale. Pinéale, ok. Mais c'est très lié. Ah oui, D'ailleurs, j'avais fait des méditations de Joe Dispenza sur la glande pinéale. Ouais. Je vais t'en envoyer une qui est incroyable. Ok. Et quand tu le fais, petit à petit, il y a un truc qui se développe chez toi. Et tous les êtres humains l'ont. Hein. C'est pas un don, tu vois. C'est un truc que toi, tu travailles. Tu le dis, tu ressens les choses. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et je t'enverrai la vidéo après. D'accord. Mais tout ça pour dire que quand tu es dans le dur, l'intuition, la petite, tu le disais, ces femmes très intuitives, toi-même très intuitive. On s'écoute pas. Mais on ne s'écoute pas. On s'écoute pas parce qu'il y a cette fatigue aussi, il y a ce déni, il y a cette culpabilité, il y a tout ça qui fait que et ce doute en permanence. Cette peur aussi, et puis lui qui va induire aussi ça, tu vois, ton beau-père qui disait à ta mère, tu retrouveras jamais personne t'aimera comme je t'aime. En fait, tu sers à rien, tu vaux rien. Il y a un moment donné aussi où en effet. Là, on a parlé du début de la relation, etc. Mais à un moment donné, vous ne faites plus confiance, finalement. Vous êtes détruite, de toute façon. Donc, il n'y a plus ce discernement-là. Et puis, il n'y a même plus envie de lutter. Il y a presque quelque part comme un abandon, quoi. On s'abandonne soi-même, je pense. T'arrivais quand même à assurer à ton taf, ou c'est une période où t'y arrivais ? Ouais, j'arrivais. À l'époque, j'étais le matin, j'étais en radio. Wow. Et puis le soir, j'étais avec Cyril Hanouna, j'étais sur C8 à ce moment-là. Tu faisais les deux ? Je faisais les deux parce que c'était la période... ça a duré 5 ans, cette histoire-là, dont la période Covid. Et la période Covid, moi, j'étais avec les 2 émissions pendant, je crois que ça a duré, je sais pas, 3-4 mois au moins de ce rythme-là, où c'était non-stop, parce que je me rappelle que Cyril, à l'époque, je crois qu'on prenait l'antenne, il était, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 17h, un truc comme ça, tu vois, jusqu'à 21h30. Parce qu'on faisait tout en Zoom. On était à la maison. Et moi, à ce moment-là, tous les soirs, j'étais sur l'émission. Quasiment tous les soirs, il me sollicitait pour que j'y sois, et donc moi j'acceptais parce qu'au fond d'abord c'était sympa de bosser parce qu'il y avait tellement tellement besoin d'être utile, de faire un truc. Il y avait plein de gens qui bossaient pas aussi pendant le Covid, donc je me disais attends, on propose du boulot, t'y vas bien sûr, et puis on rigolait beaucoup, enfin c'était la récré, tu vois, ça changeait les idées aussi. Moi c'est vrai que ça m'a vachement aidée en fait d'avoir tu vois cette garder un lien humain. Bah oui, et puis ce rythme comme ça, ce cadre, c'était vraiment comme un garde-fou quoi, ces émissions là, pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, j'étais en direct, donc je pouvais pas partir, tu vois, j'étais obligée de la faire, à part pendant le Covid où j'aurais pu justement me délocaliser et la faire où je voulais, mais sinon j'étais obligée d'être dans les studios à Paris, d'être là, etc. Donc il a jamais pu... d'être en sécurité. Ouais, il a jamais pu m'enlever ça, mon travail. Il me disait, qu'est-ce que c'est con le job que tu fais, t'es tellement plus intelligente que ça, comment tu peux aller rigoler comme ça à la télévision, c'est du vide. Donc toi, tu finis par... moi, je m'amusais. Déjà, je m'amusais beaucoup. Je m'entendais très bien avec Cyril, avec la bande aussi. Enfin, tu vois, moi, Géraldine, Valérie Benaïm, pour moi, c'était un vrai cocon, quoi. Tu vois. Et d'ailleurs, je leur parlais toutes les deux. Elles savaient plus ou moins qu'il se passait un truc qui n'était pas cool. Elles sont fines en plus. Ouais, elles sont fines les deux. Ouais, elles sont loin d'être cons. Et c'était vraiment j'étais contente d'aller bosser, quoi. Tu vois. Donc il m'a pas enlevé ça. Ouais, par contre, je suis bluffée par ta capacité de travail. Et là, on enlève en plus un pervers narcissique qui te sue. J'étais morte.
Franchement, j'étais morte. C'est fou parce que tu regardes à l'écran, t'es belle, t'as un carnet et tout. Et si on avait su, ça me brise le cœur quand on... Tu vois, après coup, de se dire, mon Dieu, tu ne sais vraiment jamais ce que vivent... Non, on ne sait jamais. Et je me souviens même, à l'époque, j'étais vraiment dans le dur, mais terriblement dans le dur. Je pense que j'avais eu 4-5 jours d'humiliation, de brimade, de silence aussi, parce que ça, c'est leur arme préférée, c'est le silence. Ils disparaissent, ils vous bloquent, et puis vous restez avec votre anxiété qui est créée par ce lien très violente. Toxique, qui est hyper violente. Et je me rappelle que j'avais posté, je ne sais plus quoi, photo, j'en sais rien. Et j'avais une pote qui ne m'avait pas vue depuis longtemps, elle m'a dit ça a l'air trop bien ta vie en ce moment sur Insta, quoi. Et franchement, je pense que j'étais au fond du gouffre et j'étais pas loin de me dire je vais passer sous un bus. Okay. Tu vois, donc faut se méfier de ce qui se passe sur Instagram et de ce qu'on voit effectivement, tu vois, à la télévision ou quoi. Mais oui, je tenais, puis j'avais des enfants aussi, donc les enfants, ça te tient droite quand même, tu vois, t'es obligé de... c'est ta respiration. Il n'est pas question, non, mais il n'est pas question de se foutre en l'air pour un type quand on a des enfants. C'est non. Non, merci, oui. Je me disais, c'est quoi ton régime un pervers narcissique? Ouais, mais tu sais, on n'en est pas loin parce qu'il pousse l'autre au suicide. Il pousse l'autre à la folie. Il est allé jusque-là, toi? Non, mais c'est leur méthode, c'est ça. Mon Dieu. Ça s'arrête au moment où l'autre décide de se foutre en l'air. Combien de femmes m'envoient des messages en me disant j'en suis à ma 2e, 3e tentative de suicide, etc. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de pousser l'autre à la folie. D'ailleurs, ça fait partie du système de manipulation qui s'appelle le gaslighting. Le gaslighting, en fait, c'est l'art de rendre l'autre fou. Hein. Donc voilà, l'ultime folie, c'est quoi? C'est de se jeter sous un train. Ouais. Bon, c'est ce qu'il fait. Waouh. On finit là-dessus? Oui, sur ces belles paroles. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous les gens dans leur lit. Non, mais je pense qu'on a quand même donné de l'espoir. Je pense qu'on a, tu vois, Ouais, je voudrais une dernière question. C'est quoi, toi, ton déclic qui fait que tu t'en sors? Que j'y retourne plus? Non, que tu te dis, tu sais, comme si tu sortais de l'eau en mode là, ça doit s'arrêter, quoi. C'est peut-être en une ou deux parties. La première partie, c'est quand je découvre ce que c'est qu'un pervers narcissique sur Internet. Ok. Et là, je me dis, what the fuck, c'est ça. Ok. Ça coche toutes les cases, là. Je connaissais pas. Donc, je commence à binger des vidéos YouTube, de tout ce que je trouve, des podcasts, des trucs. Et à chaque fois, c'est ça. Ouais. Et je le regarde. Et il est à côté de moi, à ce moment-là. Et je lui dis, oh, regarde, t'es un pervers narcissique. Ah ouais? Bien sûr, je lui dis, parce que moi, je veux sauver toujours le lien. Donc, je lui dis, attends, je vais voir si ça se soigne. La réponse est non. En 3 lettres. Non, la réponse est non. Donc, il y a cette première prise de conscience de la personne avec qui je suis, qui a ce trouble de la personnalité, où je me dis, bon, ok. Et je pense qu'il y a aussi il y a la mort de mon père, qui est une mort d'agonie, de cancer généralisé, où c'est un peu difficile en France de faire partir les gens qu'on aime. Oui. Plutôt que, voilà, enfin, tu vois, on les laisse bien trop longtemps. Et donc, il y a cette période de ma vie où mon père me dit « Promets-moi que tu seras heureuse, t'as pas l'air très heureuse en ce moment. » Et ça, je fais une promesse à mon père, je la tiens. Donc, un beau cadeau. Voilà. Eh bien, tu promesses tenue et merci Sophie pour la clarté. C'est tellement intéressant. Et puis la manière dont tu l'exprimes, elle est saine, elle est non jugeante. T'apportes vraiment une grande perspective. Je sais pas, je trouve que c'est un super épisode. Vraiment, merci de m'avoir fait confiance. Merci Pauline. Pour me raconter tout ça parce que c'est ton intimité et... Oui, c'est mon intimité vraiment profonde. Et c'est ça qui est d'ailleurs aussi amusant, si on peut finir sur une note un peu plus amusante, un peu plus légère. C'est que les hommes qui lisent Chérie, les hommes qui lisent mon roman, me disent « Mais c'est fascinant parce qu'en fait, on est dans l'intimité, dans la tête de 5 meufs. Et on sait tout ce qui se passe, quoi. »
je parle même pas de l'emprise. Hein. Il y a vraiment, dans ce livre-là, pour les mecs, un mode d'emploi des meufs. Ah, c'est intéressant, ça. Qui est livré clé en main, quoi. Allez-y, faites-vous plaisir. Oui, c'est intéressant. You're welcome. Cadeau. Conseil drague. Mais vraiment, il y a des conseils drague, il y a des conseils même de cul, il y a des conseils de plein de trucs. Alors les mecs, lisez-le vraiment. Merci Sophie. Merci à toi, merci beaucoup. Chérie aux éditions Mazarine. Ouais.